Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision centrafricaine et la radio centrafricaine pour notre première émission donc consacrée à la semaine qui va marquer le premier anniversaire de l'accession au pouvoir du président de la République, chef de l'État, le professeur Archange Touadéra. Comme nous vous l'avions annoncé hier, pendant cette semaine, nous recevrons chaque jour, chaque soir à partir de 16h30, sur le plateau A de la télévision centrafricaine, des experts, des chefs de département qui, avec nous, aborderont leur département, les réalisations, les perspectives. Pour ce soir, ils sont cinq. Je commence à ma droite. Nous avons Monsieur Maxime Balalou, directeur de cabinet adjoint. Bonjour Monsieur Balalou. Bonjour. De la primature. Tout après lui, nous avons Monsieur Rufin Benam Betungu, conseiller ressources naturelles auprès de la présidence de la République. Et juste au bout, nous avons Monsieur Kolios, Monsieur Gatien Kolios, qui est expert. Je reviens sur ma gauche, c'était ma droite, sur ma gauche, mon ami Jésus Tarsil Bomongo, que vous connaissez. Nous sommes deux pour animer donc durant cette semaine les débats. Juste à côté de lui, nous avons le colonel Célesson. C'est d'aider à la présidence. Voilà. Et chargé de mission en matière de statistique au ministère de l'économie et de la coopération. Merci à vous pour avoir fait ce déplacement. Merci à vous de nous entretenir donc pendant 45 minutes en français, 45 minutes en sango pour les populations, pour qu'enfin les populations puissent vous écouter et comprendre quelles sont les réalisations une année après l'accession au pouvoir du président de la République. Qui se lance? Qui parle? Qui démarre? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Certainement. On m'a dit que c'est le directeur de cabinet par ordre protocolaire. Alors c'est vous. Tout seigneur, tout honneur. Mais voilà. Je tiens à vous remercier parce que vous nous donnez l'occasion de parler du bilan du chef de l'État. Vous savez, son Excellence, le professeur Archange Touadéra a été élu il y a bientôt un an sur la base d'un programme. C'est vrai pour beaucoup, cette élection est bien surprise. Mais pour ceux qui connaissent, M. Touadéra, ce n'est pas une surprise. C'est un des compatriotes qui s'est donné pour ce pays, qui a construit, qui a réalisé d'importantes activités qui concourent justement au bénéfice de cette population. Et c'est ça qui témoigne de la confiance que le peuple centrafricain a renouvelée au président Touadéra en l'élisant comme président. Mais ce qui est important aujourd'hui, dans le cadre de ce débat, c'est de montrer à la population que le choix qui a été fait est un bon choix. On a choisi un président, pourquoi on l'a choisi? Parce qu'on lui a fait confiance. Si on lui a fait confiance, c'est parce que lui, il a un souci, c'est de servir ce pays. C'est de rendre la joie que ce peuple a perdue. C'est de créer la confiance, afin qu'ensemble, tout autour, que chacun se donne la main pour reconstruire le pays. Et je tiens à rappeler que nous sortons de très loin. Nous sortons de très loin, les défis sont immenses. Les attentes fortes de nos populations. C'est vrai, on les comprend. Tout le monde est pressé. Mais les bases sont en train d'être créées. Il faut tout recréer. Et c'est ce que cette première année, c'est les bases, les fondamentaux que le président est en train d'asseoir pour permettre à ce que nous puissions disposer véritablement de ces atouts en mobilisant toutes les énergies dans le cadre du développement de notre pays. Et je rappelle encore une fois que cette confiance s'est justifiée non seulement à travers la profession de foi, mais la traduction de cette profession de foi sur les orientations du président public qui ont permis justement l'adoption du programme du gouvernement par la quasi-totalité de l'Assemblée nationale. La représentation nationale a donné un blanc-seing compte tenu de la gravité de la situation et de l'union autour d'un homme. L'union sacrée. L'union sacrée pour conduire ce pays. Le moment est venu pour qu'ensemble, nous, Centrafricains, fils et filles, autour du président, devons relever ce défi. Et je vous rassure que le bilan est très positif. À preuve,
vous avez vu l'aura, le pays renaît de ses cendres. Le pays est maintenant respecté. La voix de ce pays compte parmi les nations. Cette crédibilité retrouvée doit être mise à l'actif du président, qui a rassuré la communauté internationale, qui a rassuré son peuple. Et maintenant, nous croyons fondamentalement que nous, Centrafricains, nous avons cette obligation. Pour moi, c'est un sacerdoce. Nous tous, il faudrait que nous tournions maintenant derrière le président pour relever ce défi. Nous allons revenir tout à l'heure sur les préoccupations majeures des Centrafricains et des Centrafricaines pour vous dire qu'est-ce qui a été fait. Hein, et nous aurons aussi l'occasion de continuer à le dire pour que chacun comprenne que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses restent à faire et nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin. Rappelez-nous un peu les axes pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, les principaux axes de la politique générale du gouvernement. Je vous remercie. Vous savez, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Premier ministre a mis en place un programme de politique qui est fondé sur sa profession de foi, dont la quintessence essentielle rentre dans ce qu'on appelle les piliers, les préoccupations du gouvernement qui rentrent dans l'axe sécuritaire, les questions sécuritaires qui est une préoccupation générale de la population. Le chef d'État fait de ça l'un des fondements de ses actions. Le chef d'État a aussi mis l'accent sur le relèvement économique. Il a mis l'accent sur ce qu'on appelle la réforme du secteur productif. Le chef d'État a mis l'accent sur la satisfaction des besoins dits essentiels. Et en dehors de tout ça, le chef de l'État a mis l'accent sur l'unité nationale, fédérer le peuple, unir ce peuple qui s'est divisé, marginalisé. Et ces actions clés que le chef d'État a développées à travers ces piliers essentiels s'est traduite maintenant fondamentalement par un autre programme, qui est un programme d'urgence, validé par la communauté internationale. Nous en parlerons un peu plus loin, hein, le RCPCA, que vous le savez. Et toutes ces actions clés du programme du chef de l'État, que le gouvernement est en train de mettre en œuvre, traduisent les aspirations profondes de ce peuple. Nous voulons la paix. Pour avoir la paix, il faut assurer la sécurité. Pour avoir la sécurité, nous allons réunir les conditions afin qu'ensemble, avec nos frères, ceux qui n'ont pas compris que la paix est le déterminant, qu'ils puissent s'associer à nous. Si nous avons la paix, nous créons les meilleures conditions de développement économique. Mais pour développer l'économie, il faut libérer les énergies. C'est pourquoi l'accent est mis sur le secteur productif. Mais libérer les énergies, c'est quoi? C'est créer les conditions pour que chaque Centrafricain puisse prendre le risque, puisse oser, entreprendre. Et c'est en créant des richesses que nous pouvons justement ouvrir la base pour réduire à ces tares que nous connaissons, c'est la pauvreté, l'extrême pauvreté qui nous conduit à ce que nous connaissons. Il faut résoudre ces problèmes. Et c'est ça la volonté du chef de l'État. Mais en plus de ça, la plaie est béante, vous le savez. Mais pour cicatriser cette plaie, il faut beaucoup de capacité. C'est pourquoi cette réconciliation, l'action qui est mise sur le vivre ensemble, le travail qui se fait au niveau de la société civile, au niveau du gouvernement, au niveau des acteurs internationaux, tous ces éléments contribuent justement dans l'action du chef de l'État qui est décrit dans la politique du gouvernement. Je tiens encore à vous rappeler, madame, c'est très important, il faut le noter avec force, que le devoir et la conviction du chef de l'État, c'est de servir son peuple. Et nous devrons copier l'exemple du chef de l'État. Si nous voulons l'aider, nous devons comprendre que nous sommes à la disposition de ce peuple. On doit servir ce peuple. Et je crois, c'est toutes ces énergies, vous voyez, que la jeunesse, hein, tous les acteurs sociaux autour du chef de l'État sont en train de contribuer pour mettre en œuvre cette politique qui est définie par le chef de l'État à travers le programme du gouvernement. Je vous remercie. Une question? Vous aviez une question? On va continuer tout à l'heure, hein. Tant de ministres... Expliquer de cette manière, c'est tellement... Je me pose la question, c'est tellement simple, c'est tellement logique. Alors, qu'est-ce qu'il coince encore? Nous y reviendrons. La priorité est la sécurité. Vous l'avez bien dit, vous l'avez fait ressortir, les axes principaux. Point 1, la sécurité. Dans le domaine de la sécurité, nous avons aujourd'hui ce volet DDR. Tout le monde s'attend à ce que les anciens combattants puissent déposer les armes. Où en sommes-nous avec le programme du DDR?
Monsieur Célestin. Je vous remercie. Où en sommes-nous avec le programme du DDR? Comme le ministre directeur cabinet l'a bien souligné, le pilier numéro 1, qui est basé sur la sécurité, est décliné à la réforme, sur la réforme du secteur de sécurité, le programme du DDR, la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Et pour ne pas répéter le ministre directeur cabinet, la sécurité est d'abord la précondition, pour ne pas dire préalable à tout le programme que le président de la République a mis en place. Sans la sécurité, je sais qu'on ne pourra rien faire. Qu'est-ce qui est fait du côté du DDR, de la réforme du secteur sécurité et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre? Dès sa nomination, le chef de l'État a mis en place une coordination à la présidence. C'est pour que rien de tout ce qui va être fait, rien ne l'échappe. Cette coordination, dès que cette coordination a été mise en place, beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai, nous sommes encore à la phase planification et à la phase planification, les choses ne sont pas trop visibles. Beaucoup de choses ont été faites. Le comité stratégique qui pilote le DDR, la RSS et la réconciliation nationale, présidé par le chef d'État, est mis en place. Et ce comité tient ses réunions régulièrement. Le comité technique est mis en place. Le comité consultatif de suivi, mis en place aussi, qui est composé des représentants des groupes armés, de la société civile, des représentants de la plateforme religieuse, est en place et fonctionne normalement. Et comme le chef d'État le prône, c'est les vertus du dialogue. Il faut promouvoir les vertus du dialogue. Rien que pour l'année, on a démarré avec 10 groupes armés sur 14 qui ont adhéré au processus. À la date d'aujourd'hui, on peut dire tous les groupes armés, les 14 groupes armés qui existent sur le territoire adhèrent au processus DDR. Donc on peut dire beaucoup de choses ont eu lieu, même si ce n'est pas trop visible. Et à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la phase planification est presque terminée. Le DDR concerne 7000 combattants. 7000 combattants, parmi lesquels on enlèvera 1500 enfants associés aux forces et groupes armés, parmi lesquels on enlèvera les 500 étrangers. Nul n'ignore que pendant le forum de Bangui, que ce soit le forum de Bangui ou pendant les consultations populaires, à la base, tous les Centrafricains ont réclamé fort qu'il faut les étrangers qui se trouvent parmi les groupes armés soient rapatriés dans leur pays d'origine. Donc, de 7000, on se retrouve à 5000 combattants centrafricains à désarmer pendant 39 mois. Pendant 39 mois, et pour l'heure, le budget du DDR est presque bouclé. Donc, c'est à travers ce travail de pédagogie que le chef de l'État a eu à faire dans toutes les réunions. On peut dire que les 45 millions de dollars américains dédiés au DDR sont presque disponibles. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est maintenant rapidement lancer, à organiser un atelier, cet atelier assorti d'un chronogramme avec tous les acteurs, les représentants des groupes armés, la société civile, la communauté internationale, assorti d'un chronogramme et lancer officiellement le programme national de DDR qui représente un grand maillon dans le pilier sécurité. Alors ce programme de DDR, comme vous l'avez dit, va mettre 39 mois. Est-ce à dire pendant 39 mois, il y a encore des hommes armés qui garderont et seront toujours en possession de leurs armes et puis attendre les 39 mois, ou ça va se faire au fur et à mesure? Ce désarmement va se faire de quelle manière? Tel que vous le voyez, ce désarmement, on n'attendra pas jusqu'à la fin des 39 mois pour que les combattants se débarrassent de leurs armes. La toute première phase, c'est le désarmement. Désarmement, démobilisation. Puisque pour rentrer dans le processus, le premier critère d'éligibilité, c'est d'abord la remise volontaire d'une arme de guerre. C'est faire désarmer. Donc, les premiers mois, les combattants ne se retrouveront plus avec leurs armes. Ils vont rentrer dans le processus. Le combattant qui remet son arme,
il est désarmé, il rentre dans le processus, il est démobilisé, il se retrouve avec sa carte de démobilisé, il rentre dans la réinsertion, qui prend 3 mois de lavage de cerveau, de le ramener à sa vie de citoyen normal et commencer à le profiler. Le profiler, qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? On commence à le profiler pendant les 3 mois, une fois les 3 mois de réinsertion. Pendant cette phase de réinsertion, ils auront une petite assistance technique parce qu'ils n'auront plus leur arme. On doit, quelque part, on appelle ça prime de tabac. On doit s'occuper un peu d'eux. Pendant les 3 mois, il est profilé, on sait ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire. Il rentre maintenant dans la phase de réintégration. Parce que le gros lot dans le DDR, c'est la phase de réintégration qui prend 30 mois. Désarmement, démobilisation, ça prend 6 mois. La réinsertion, 3 mois. Et le gros lot, c'est la réintégration. Parce que c'est là où on doit former le combattant suffisamment et lui trouver un emploi. Ce n'est pas des formations au rabais parce que d'aucuns vont se référer à ce qui s'est fait pendant le pré-DDR ou bien les sévères qu'on fait à Bangui avec les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Cette fois-ci, c'est 30 mois et de formation et d'emploi. Voilà les 39 mois. Mais tout au début, le combattant qui rentre remet son arme. Dans les 3 premiers mois, il n'est plus, on l'appelle ex-combattant, une fois qu'il est démobilisé. Et si jamais cet ex-combattant revenait à reprendre les armes, qu'est-ce qu'il adviendrait de cet ex-combattant? Si le combattant qui rentre dans le processus se retire, se retrouve avec une autre arme de guerre, je crois que ça, il ne faut plus... Il y a les carottes et les bâtons, ça, il n'y a pas de solution. Les carottes, on a accepté qu'il rentre dans le processus, qu'il sort avec une formation et un emploi. S'il se retrouve avec son arme, avec une arme de guerre à nouveau, bon, c'est clair, hein, je crois qu'il n'y a pas de solution. Oui, alors, pendant tout ce temps, est-ce que ces combattants seront-ils rassemblés quelque part Rassemblés, nous on appelle ça auto-regroupement. Parce qu'en termes techniques, le cantonnement coûte trop cher. S'il faut parler de cantonnement, il faut commencer à construire les sites. Et les sites, c'est un peu comme les casernes. Donc nous, on n'envisage pas, pour ce DDR-ci, pas de cantonnement. Mais il y a des auto-regroupements qui sont déjà faits. Pour les 5000 Les 5000 combattants. À Bangui ou en province? À Bangui et en province. Je crois que le gros lot est en province. À Bangui, on en a quelques-uns dans les 3 sites de RDOT, BSS et BAL, mais ils ne sont pas en grand nombre. Une année après l'accession au pouvoir du président de la République, le DDR est bien une réalité. Sur les 14 groupes armés, les 14 ont signé. Je voudrais un peu aller plus loin maintenant dans le domaine de la sécurité. Je m'adresse à l'expert, M. Colossio. Quel est l'état de la sécurité, l'état sécuritaire ici en République centrafricaine? Nous savons qu'une année auparavant, il était difficile, très difficile même, de circuler dans Bangui et ses environs à 20h, 18h même, 19h. Les rues étaient désertes. Aujourd'hui, à l'aise, allègrement, dans la joie. Les populations vaquent à leurs occupations, les noctambules restent encore dehors. Pouvez nous donner un mot sur la situation de la sécurité, Bangui et ses environs, un an après l'accession au pouvoir du président de la République? Merci madame. Alors je voudrais remercier déjà le directeur de cabinet Mathieu, le colonel, qui ont intervenu avant moi pour l'état des lieux plus étouffé. Et je voudrais juste dire ceci. En la matière, quand il y a une crise, je pense que le processus de DDR, comme vous le dites, nous avions travaillé sur cette question, sous d'autres cieux, c'est du court et du moyen terme. Et ça ne se fera pas par coup de bâton. Vous avez constaté à un moment donné, personne ne pouvait rentrer ou revenir chez lui à partir de 18h. Comme vous l'avez si bien dit, si aujourd'hui, chacun peut sortir et venir chez lui à une certaine heure induite, ça voudrait dire qu'il y a un léger mieux qui est fait. Alors, comme le colonel l'a dit, c'est un processus. Il y a la partie planification. Cette partie, elle est invisible. C'est la conception, c'est les experts qui se retrouvent, qui travaillent sur tous les aspects de la question. La crise centrafricaine, je trouve qu'elle est quand même plus ou moins
atypique par rapport aux éléments qui entrent en ligne de compte. La porosité de nos frontières, la superficie de notre territoire qui constitue déjà un premier vecteur d'insécurité parce que nous n'avions pas tous les éléments pour assurer la sécurité de nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire. Mais vous avez constaté un tant soit peu que depuis la prise du pouvoir du président Touadéra, chacun peut aujourd'hui vaquer librement à ses occupations. Le colonel l'a dit, sur 14 groupes, nous avons 14 groupes aujourd'hui qui ont adhéré à ce processus DDRR. Ça voudrait dire que ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de la politique, mais c'est une réalité. Faisant de la sécurité le pilier numéro 1 de sa politique, je ne pense pas que le président puisse s'en déroger. Il est le premier à être concerné par la question de la sécurité. Dans un pays, le premier à être concerné par la question sécuritaire, c'est le chef de l'État. Et du coup, s'il n'y a pas la sécurité, il ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut pas aller au bureau, il ne peut rien faire. Le reste, c'est un peu de l'interdépendance. Il y aura de la diplomatie, il y aura de l'économie, il y aura du social, il y aura de l'humanitaire. Et tous ces autres aspects, nous allons en parler, comme vous l'avez dit, sur ce plateau en introduction, en long et en large. Qu'est-ce qu'on fait en matière de sécurité et de DDR, comme le colonel l'a dit? C'est déjà d'identifier les troupes, de les rassurer, et c'est ce que le président est en train de bien faire d'ailleurs. On lui jette des fleurs pour cela, tout en mettant les gens en sécurité. Chacun maintenant va adhérer. C'est un processus qui se met en place. Ça ne se décrète pas. Et donc, comme vous l'avez dit, au niveau de Bangui ici, il y a la sécurité. Graduellement, nous sommes en train d'aller en province. Parce que la plupart des gens qui ont pris les armes, ils en ont fait un fonds de commerce. Nous avons des entrepreneurs d'insécurité qui ont investi le territoire. Ceux-là, le colonel l'a si bien dit, il y aura un traitement particulier pour eux. Ils font partie de ce qui doivent être rapatriés, comme il a dit, ou un traitement particulier. Donc, à ce niveau, je pense que ce n'est pas assez de doute à faire sur la question. Mais tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous voulons, c'est l'adhésion de chaque Centrafricain à cette volonté, à cette politique publique de désarmement, de réconciliation et ce qui s'ensuit. La question de sécurité, c'est déjà une question personnelle avant d'être une question collective. Voilà en quelques mots ce que je peux ajouter, Madame la Directrice. Je vais peut-être insister encore, je pense aux populations qui sont dans les coins les plus reculés de la Centrafrique. Là, c'est Bangui et ses environs. Une année après, tout va bien, tout va mieux, les efforts se poursuivent. Le président de la République, chaque ministère concerné sont à l'œuvre pour faire en sorte qu'il puisse y avoir sécurité zéro. Mais je pense à ces populations qui sont dans l'arrière-pays, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel message on peut leur donner pour qu'ils puissent être patients et se dire et savoir que tout le monde est à l'œuvre, le chef de l'État en premier? Oui, je voudrais vous remercier, Madame Léda. Il n'y a pas de sécurité zéro. En fait, le risque zéro n'existe pas en matière de sécurité. Merci. Vous avez su hier ce qui s'est passé à Londres. Mieux outillé que nous, vous avez vu que même à l'Assemblée nationale, quelqu'un a réussi à entrer avec une arme. La première ministre britannique était dans la salle. Ça voudrait dire que le risque zéro n'existe pas en la matière. On se comprend. Il y a toujours des risques. Alors, vous comprendrez que la RCA, par rapport aux autres pays, je prends un pays comme le Mali. Vous avez vu Kidal aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? Et qu'est-ce que nous avons ici sur le territoire centrafricain? Cette question, tant qu'on ne mettra pas en place tout le processus, la réhabilitation de nos forces, la police et la gendarmerie, personne ne suivait à l'entrée des étrangers, des groupes armés sur le territoire. Et on va commencer par ça, à un moment donné, quand on aura sécurisé. Et graduellement, ceux qui ne voudront pas se mettre dans la logique du DDR, comme le colonel l'a dit, ils seront traités comme de potentielles cibles. Et aujourd'hui, la population de Bambari, le président y était. Ça voudrait dire qu'il y a la sécurité. Et les autres pays, je pense que le président était, après Bambari, à Boali. Ça voudrait dire qu'il y a la sécurité. Mais voyez un peu l'ampleur de la tâche. Tout le monde est impatient. Chacun veut sortir et venir à 4 h du matin. Peut-être faire ce qu'il voudrait bien faire de mieux. Mais en une année, madame, la question sécuritaire, c'est du court et du moyen terme. Et ça nécessite beaucoup de moyens. C'est la volonté de tout le monde qui ramènera la sécurité dans ce pays.
Une seule phrase pour ces populations. Que pouvez-vous leur dire pour les rassurer? Une phrase pour ces populations. Qui autour de la table peut lancer un message à ces populations? Nous fêtons une année de l'investiture du président qui est à l'œuvre, qui travaille. Ils leur font un message. C'est un message particulier. Je vous remercie. Je voudrais dire de garder espoir et de garder ce courage, cette capacité qu'ils ont de supporter. Les indices sont là, des indices probants de l'évolution de notre situation sécuritaire. Il ne faut pas qu'on oublie aussi que notre armée est en train d'être formée. Progressivement, notre armée va monter en puissance. Nous avons l'appui de la communauté internationale. C'est pour dire que, bien que nous sommes conscients que dans nos régions, nous avons des compatriotes qui souffrent, qui font l'objet de pression, de violence. Mais nous leur disons de résister. Ils ont le soutien du président. La volonté politique est ferme pour résoudre ces questions, qui est une question à la fois collective et c'est une question aussi individuelle. Comme l'a dit tout à l'heure mon devancier, tout est lié. La sécurité n'est pas que strictement sécuritaire. Nous allions à la fois les questions de résolution sociale, des questions économiques, pour renforcer le cadre sécuritaire. Et c'est ce que le chef d'État est en train de faire. Vous avez parlé de Bangui, on est rassuré. Mais si vous constatez, il y a certaines zones pour lesquelles on était plus inquiet, on sent des décrispations. Ces frémissements au niveau sécuritaire rassurent et donnent un signal fort. Je demande à mes compatriotes de résister, de ne pas baisser les bras. Nous allons arriver au bout. Monsieur le ministre, vous entendez parler, vous êtes confiant? Je suis naturellement confiant comme le président. Il a été toujours confiant. Parce que c'est lui qui nous donne ce courage, cette capacité de pouvoir dire que non, on ne peut rien faire. Non. Je crois au génie centrafricain. Le chef d'État l'a dit. C'est pourquoi je suis convaincu que ce pays va se réveiller. Et quand la Centrafrique va se réveiller, l'Afrique tremblera. Merci. Nous irons en profondeur. Nous irons en profondeur. Donc, pour vous qui nous regardez, nous écoutez, vous aurez encore d'autres détails. Je me tourne vers le conseiller, M. Rufin Benham, conseiller en ressources naturelles. La première question, il y a une année, les Centrafricains disaient et disent toujours que nous avons du pétrole en Centrafrique. Une année après l'accession au pouvoir du chef de l'État, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a du pétrole sur le territoire centrafricain? Le confirmer. Où est-ce que nous en sommes dans la prospection du pétrole? C'est tout ce pétrole. Les Centrafricains attendent. C'est pour eux, dès qu'il y aura le pétrole, on va découvrir, nous deviendrons comme la Guinée équatoriale. Donc parlez-nous un peu de... Je vous remercie, madame. Et je remercie la presse publique en général pour cet exercice qui nous donne l'opportunité de pouvoir expliquer les réalisations du chef de l'État. C'est en ces termes que je parlerai, plutôt qu'en termes de bilan. Parce que de mon point de vue, le bilan, on le fera peut-être après les 5 années. Mais on est là pour parler des réalisations du chef de l'État pour les 12 mois qu'il a passé au pouvoir. Je tiens à relever que les ressources naturelles, déjà, de mon point de vue, ne sont pas que les ressources minières, madame. Les ressources naturelles, pour la population, il faut bien leur expliquer, parce qu'ils ne s'attendent qu'à ça. Les naturelles prennent l'environnement, l'eau, l'énergie, voire le tourisme, et naturellement les mines, puisque c'est cela qui vous intéresse, les forêts. Mais pour en revenir à votre question, est-ce que le pétrole existe, oui ou non? Je voudrais dire que la République centrafricaine a plus de 470 indices miniers, de minerais, parmi lesquels les indices de pétrole. Et puisque notre pays, et c'est cela notre faiblesse, n'a pas les moyens pour faire des recherches, pour pouvoir s'assurer véritablement de l'existence de ces minéraux, nous raisonnons qu'en termes d'indices et de substances minérales. Mais je voudrais dire pour le pétrole, c'est
un processus qui est long. Qui est long. Mais vous avez vu, il y a certains pays qui ont commencé des recherches pétrolières et c'est peut-être 10 ans, 20 ans après qu'ils ont pu découvrir le pétrole. Vous avez parlé de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a eu à faire des recherches dans les années 70 qui n'avaient pas été prometteuses. Il a fallu changer d'investisseurs, changer de société, peut-être changer de technique pour que la Guinée équatoriale puisse découvrir le pétrole. Mais pour la République centrafricaine, nous avons eu dans les années 80 une société camerounaise, une société américaine, j'allais dire, Conoco, qui avait fait des recherches ici et qui devrait normalement aboutir à des forages, mais malheureusement pour des raisons économiques à l'époque, le projet n'a pas pu prospérer. Mais aujourd'hui, en République centrafricaine, nous avons deux compagnies qui font des recherches pétrolières. Une compagnie chinoise, Poly, et une autre sud-africaine, Dikoy, qui s'est associée avec une société nigériane pour faire des projections vers l'ouest, pendant que les Chinois sont au nord de la République centrafricaine, sur 2 permis à Guirao et Andélé. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, madame, la question de recherche pétrolière est une question sensible, qui relève même de la sécurité. Et vous savez, les résultats de recherche sont la propriété des sociétés. Je ne pourrais pas aujourd'hui m'hasarder à donner ces résultats. Mais nous avons des indices de pétrole ici en République centrafricaine. Le moment viendra où sentirait le dos du pétrole. La sécurité indiquée dira à la population, nous avons le pétrole. Mais pour l'instant, je peux confirmer que nous avons des indices. Mais c'est une bonne chose, hein. Une année après l'accession au pouvoir du chef de l'État, des sociétés, 2 sont arrivées en Centrafrique et font la prospection. Les choses avancent donc dans ce domaine. Vous avez une question ? Demandez au ministre, hein, que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, est-ce que ce problème-là aujourd'hui de pétrole, M. le ministre, doit faire l'objet d'une large ventilation d'opinion? On en parle, chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il veut, et au niveau du gouvernement, comme vous l'avez dit, et même si vous êtes resté un peu sur la question, mais nous savons qu'il y a le pétrole, peut-être que l'odeur, on le sentira plus tard, comme vous l'avez dit. Mais vous le confirmez quand même que le pétrole existe, puisqu'on n'a aucune information là-dessus. Même les sociétés sont... Les indices. Je voudrais dire ceci. Vous savez, le pétrole n'est pas une panacée. On ne se trompe pas sur cela. Le pétrole, vous avez vu les pays producteurs de pétrole en Afrique centrale, dans quelle situation économique certains pays se trouvent aujourd'hui. Voilà pourquoi le chef de l'État a plutôt fondé sa priorité sur l'agriculture, plutôt que les ressources minérales. Parce qu'il s'est dit que l'agriculture participe même à la résolution de la crise que nous connaissons. Oui, tout à fait. Puisque une bonne partie des acteurs relèvent du monde rural. Pratiquement 80% de ceux qui ont pris les armes sont du monde rural. Et la philosophie du chef de l'État, c'est de travailler sur l'agriculture pour permettre à ceux-là qui ont pris les armes de se prendre en charge, de pouvoir prendre leur famille en charge pour leur permettre de sortir de cette situation, parce qu'il y a certains combattants qui sont carrément des otages de certains chefs de guerre. Mon voisin, M. Colos, disait tout à l'heure, il parlait des entrepreneurs. Des entrepreneurs d'insécurité. Mais effectivement, il y a certaines personnes qui font de cela leur entreprise et qui recrutent ces jeunes parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et c'est pour cela que le chef de l'État travaille à redonner espoir à cette population. Il travaille sur l'agriculture, il fait de l'agriculture sa priorité pour permettre à ceux-là qui sont dans le monde rural de se prendre en charge, mais aussi de l'autre côté, il travaille sur l'environnement des affaires, pour que les entreprises qui s'installent chez nous puissent créer des emplois et permettre à d'autres compatriotes de pouvoir être autonomes.
Je reste toujours avec vous. Vous l'avez dit, les ressources naturelles, ce n'est pas que le pétrole. Je reviens donc sur Boili, sur l'eau, sur l'électricité, les délestages. Vous connaissez un peu la situation de chaque centrafricain, leur épuisement avec le délestage. Où est-ce que nous en sommes dans ce domaine? Une année après l'accession au pouvoir du chef de l'État. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il y a une partie des actions du chef de l'État qui relève de la conception. Cette partie, elle est invisible. Et les questions de l'électricité, le président de la République a eu à travailler dessus quand il était Premier ministre. Je le dis d'autant plus aisément que j'avais eu le privilège à l'époque de travailler déjà au ministère en charge de l'énergie, et le président de la République à l'époque avait impulsé beaucoup de projets, parmi lesquels celui-là dont nous venons de faire la réception dernièrement, où la Banque mondiale était partie remettre les travaux au chef de l'État. Nous avons connu le problème du délestage. Nous avons commencé à connaître le problème du délestage à partir des années 2000. À partir des années 2000. Parce que vous le savez aussi bien que moi que les installations de l'ENERCA pour Boili 1 datent des années 50 et pour Boili 2 des années 70. Je voudrais préciser que les investissements en matière d'électricité sont des investissements très lourds. Et les questions d'insécurité, les questions économiques sont des questions qui se sont imbriquées. Ça fait plus de 20 ans que nous connaissons de manière incessante des crises militaro-politiques. Et cela, effectivement, n'est pas pour favoriser les investissements. Les installations de l'ENERCA, voyez-vous, Boili 3, le barrage a été construit depuis 1990. Jour pour jour, ça fait plus de 27 ans. Nous n'avons pas pu mettre les turbines au pied de ce barrage. Il y a cela 3 ou 4 ans, le gouvernement a commencé à travailler avec une société chinoise. Nous avons bénéficié de l'appui du gouvernement chinois pour construire des turbines au pied de ce barrage. Malheureusement, avec la crise que nous avons connue, ce projet n'a pas pu aller à son terme juste parce que certains centrafricains de mauvaise foi ont commis beaucoup d'actes de vandalisme sur les installations de cette société. Mais là, maintenant, les choses sont en train de reprendre. Je voudrais dire qu'avec les travaux que nous avons reçus dernièrement, rappeler que ça ne nous met pas à l'abri de délestage. Ça ne va pas diminuer non plus, non? C'est pour sécuriser d'abord les installations et éventuellement, ça permettra à l'ENERCA de faire de la redistribution. Mais dire que les délestages vont cesser, je pense que ce serait très tôt. Aujourd'hui, les besoins en termes d'électricité dépassent plus de 50 MW. Or, la capacité installée tourne autour de 30, mais nous produisons que dans l'ordre de 18. Ce qui ne permet pas de couvrir véritablement les besoins. Et c'est pour cela que le président de la République, dans son projet de société, repris par le programme politique du chef de gouvernement, à faire de l'électricité un secteur de concentration. Ce qui permettra au gouvernement de mobiliser des financements, parce qu'il est dit que l'énergie, c'est la base de tout développement. Sans énergie, pas d'industrie. C'est cela. C'est pour cela que vous avez vu l'électricité de manière générale fait partie des priorités du chef de l'État. Et lui-même, en se rendant à Boili, il a voulu donner un signal fort pour cela. Sortir du délestage, de mon point de vue, maintenant, ce serait un peu plus difficile. Mais par contre, le gouvernement travaille dessus. D'ici là, les travaux de Boili 3 vont reprendre lorsque nous aurons les 10 MW de Boili 3 et nous, avec les 10 autres mégawatts de Boili 2 et Boili 1, lorsque nous serons dans les 38 mégawatts, nous aurons à peu près moins de délestage.
ce n'est pas cela l'objectif. Puisque nous parlons de la ville de Bangui, vous voyez, le taux d'accès à l'électricité sur le territoire national est très très faible. Et le chef de l'État travaille à cela pour que le taux d'accès à l'électricité puisse évoluer, permettre à chaque centrafricain, partout où il se trouve, sur toute l'étendue du territoire, de pouvoir bénéficier de l'électricité. Je vous annonce qu'il y a 7 villes de province où l'énergie a ces centres secondaires qui aujourd'hui ont de l'électricité de temps en temps, ce qui n'était pas le cas. Il y a un an plus tôt, voilà, de réalisation. Et aujourd'hui, vous étiez avec nous à Boussangwa, vous avez vu qu'il y a de l'électricité à Boussangwa, même si la population n'en bénéficie pas 24 sur 24 heures, mais il y a quand même de l'électricité. Et en une année, on ne pourra pas prétendre, avoir la prétention de résoudre la question du délestage. Ce sera trop prétentieux. Mais il y a des avancées, les choses se font. Je voudrais juste compléter sur cette question de l'énergie, ce qu'a dit monsieur le conseiller. J'informe la population des actions que le chef de l'État a réalisées dans le domaine de l'énergie. Il faut savoir que les études de faisabilité de la LOBAI ont été bouclées par un de nos partenaires que je ne cite pas. 72 MW, les études de faisabilité sont bouclées. En un an, il y a un travail formidable qui a été fait et les études de faisabilité sur l'OBAI sont bouclées. Pour une production de 112 MW, nous allons rentrer dans la phase de recherche de financement. C'est des actions importantes. Il faut rappeler encore le projet d'Imoli, financé par les études de faisabilité sont financées par la BDAC. Il y a des actions importantes qui sont menées dans ce cadre-là et il y a des partenaires qui sont prêts justement pour prendre l'aspect, en dehors du financement des études de faisabilité, l'aspect construction, qui se bouscule. C'est pour vous dire que dans le domaine de l'énergie, à moyen terme, vous complétez ce que le ministre conseiller vient de dire, nous allons résoudre cette question d'électricité qui doit booster le développement économique et le développement industriel de notre pays. Je vous remercie. Je voudrais rebondir justement sur ces deux interventions pour demander au ministre conseiller, alors comment expliquer cette longue période d'incertitude, de flottement, n'est-ce pas, négligence, manque de volonté politique, il a fallu attendre l'arrivée du président Fossé Akon-Touadéra pour reconsidérer le dossier et redonner confiance à la population. Je ne saurais juger de ceux-là qui étaient avant nous, aux affaires, mais je voudrais dire, à la suite du ministre directeur de cabinet, que le chef de l'État travaille effectivement sur cette question. En plus de ce qui est fait pour l'hydroélectricité, comme il l'a dit, le gouvernement travaille sur les énergies renouvelables, le solaire. Et il vous souviendra qu'il y a de cela 3 ou 4 mois, le ministère en charge de l'énergie a signé un protocole d'accord avec une société chinoise pour construire une centrale solaire de plus de 50 MW. Je précise qu'en matière de solaire, les investissements initiaux sont coûteux, très coûteux, mais que la réalisation est beaucoup plus rapide que l'hydroélectricité. Et c'est cela, c'est pour cela. Mais pour garantir l'avenir, le gouvernement non seulement a pu réaliser avec l'appui des partenaires l'étude de faisabilité de l'OBAI, nous sommes en train de travailler sur Dimoli, qui est un projet transfrontalier qui permettra d'alimenter une partie de la population, de permettre d'ailleurs d'exporter de l'électricité dans les années à venir. Et pour cela, nous avons, comme il a si bien dit, bénéficié de l'appui de la BDAC. Ce qui voudrait dire que la planification se fait et que le chef de l'État travaille à cela. Voilà ce que je veux vous répondre. Merci beaucoup. Merci. Je vais me retourner maintenant vers monsieur le chargé de mission. Bienvenue, Semgai, qui est chargé donc de mission en matière de statistiques. Donnez-nous un peu des chiffres, 1 an avant, 1 an après. Des chiffres qui veulent dire quelque chose de concret dans la vie des Centrafricains. Je vous remercie très sincèrement. J'ai effectivement toujours dit, et je crois que le président n'a cessé de le dire, qu'aujourd'hui, il faut qu'on
on essaie d'opérer la rupture. Et donc aujourd'hui, le souci du président, effectivement, c'est le bien-être de la population. Il a fait des promesses. Il devait avoir des créations d'emplois, effectivement pour résoudre le chômage des jeunes. Et effectivement aussi, il faut aussi relancer la production. Je crois que c'est des thèmes qui vont certainement, on va revenir dans les prochains jours. Mais effectivement, comme vous avez dit, en ma qualité de chargé en matière de statistiques, effectivement, il faut que les chiffres parlent. Je vous donne déjà un premier chiffre. Lors de la mission du Fonds monétaire international qui est arrivé à Bangui, effectivement, avec la directrice générale, Madame Lagarde, a déjà prévu un taux de croissance de 5%. Et ce taux de croissance, une fois qu'il était retourné, effectivement, donc, de la mission, ce taux a encore été revu à 5,7%. Mais je vous dis quelque chose aussi. 3 ans avant, on avait même plongé. On avait un taux de croissance de moins 37% pendant la crise. Moins 37%. Moins 37%. Et donc, vous voyez déjà, ça, c'est des signaux forts, effectivement, que le président commence déjà à travailler. Et peut-être c'est trop tôt de dire qu'aujourd'hui, on peut déjà, effectivement, bondir tous ces agrégats, tous ces indicateurs macroéconomiques. Je vais en profiter effectivement de votre micro pour dire qu'ils sont calculés, qui sont souvent calculés par l'Institut africain des statistiques, des études économiques et sociales. Aujourd'hui, même le chef de l'État aussi a pris beaucoup de dispositions et est en train de renforcer la capacité, effectivement, les dispositions de cette industrie, effectivement, pour continuer à mesurer l'économie. Moi, je suis chargé de mission en matière statistique. L'économie parle, mais c'est à travers des chiffres. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'inflation est maîtrisé. Le taux d'inflation est maîtrisé. Nous avons un taux qui ne dépasse pas 3%. Ça, c'est déjà la limite qui est autorisée aux normes communautaires. Et je crois que tout à l'heure, effectivement, on a un de nos collaborateurs ici, effectivement, qui avait dit aussi, je veux déjà, effectivement, bondir ça pour donner un aspect, c'est que le pétrole dont on a parlé ici, effectivement, on pense qu'il peut booster la croissance, mais parfois c'est une illusion. Il y a d'autres, chez nous, le moteur de la croissance, c'est pas l'agriculture, la terre. C'est peut-être la terre, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Et le chef de l'État a beaucoup insisté de ça lors de sa campagne, et ça a été décliné dans sa profession de foi. Le ministre l'a dit tout à l'heure, effectivement, ça a été décliné dans les différents piliers. Il a parlé de ce qu'on appelle le relèvement. Il y a un grand projet, un grand programme de relèvement, qu'on appelle le programme de relèvement et de consolidation de la paix, qui a été chiffré autour peut-être même de 3 200 millions de dollars américains. Et aujourd'hui, compte tenu du génie créateur effectivement du président Faustin Archange Touadéra, je crois que ces ressources sont en train d'être mobilisées pour décoller définitivement la République centrafricaine, qui va effectivement se hisser parmi ces pays de la CEMAC aujourd'hui, qui sont effectivement des producteurs de pétrole. Juste pour votre information, sur les 6 pays de la CEMAC, le seul pays qui n'est pas producteur de pétrole, c'est la République centrafricaine. Mais pourtant, quand on voit les indicateurs de ces pays de la CEMAC, aujourd'hui, je vous dis que la RSA va en 5,7%. Donc c'est pour effectivement dire que le pétrole n'est pas la panacée. Donc voilà, moi c'est déjà les points d'information que je vais donner. Les indicateurs commencent à passer du rouge au vert. Vous disiez que l'inflation a été maîtrisée. Le prix du kilo de viande chez la ménagère, d'il y a un an plus tard, je crois que le prix est le même. Est-ce que ce prix va diminuer? 1 kilo de viande, ça reste le même prix. Est-ce qu'il va diminuer? Moi, j'ai cette conviction, effectivement, que, effectivement, non pas seulement le prix de la viande, mais le prix des produits alimentaires, de manière générale, va effectivement suivre une tendance à la baisse, comme on dit dans le jargon économique, une tendance baissière. Mais effectivement, je crois que tout à l'heure, vous voyez, tout ça, c'est des imbrications. Il faut que beaucoup de conditions soient créées. Sécurité. Il faut qu'il y ait la sécurité. Il faut aussi, effectivement, que le secteur produit, il faut que ça soit relancé à travers l'agriculture. Aujourd'hui, je vous donne seulement un seul chiffre. Effectivement, je parle avec les chiffres. La production de coton à un moment donné a été autour de peut-être même plus de 50 000 tonnes. Mais aujourd'hui, je vous informe qu'on est à moins de 5 000 tonnes. Ce n'est pas normal. La production de café, à l'époque en fait, de la réforme agraire, à l'époque du président Bokassa, dépassait les 30 000 tonnes. Mais aujourd'hui, on a combien? Ouais, tout ça, le président y pense pour le moment. Et il veut faire effectivement de moteur de la croissance aujourd'hui. C'est le secteur primaire que nous disons dans notre jargon, c'est-à-dire c'est l'agriculture et l'élevage. Et effectivement, je pense qu'il s'y met déjà, et je crois que les choses sont en train d'aller de l'avant. Nous allons conclure avec ce plateau. Le temps qui nous est imparti touche à son terme. Bruxelles. Tout le monde a vu Bruxelles, tout le monde attend l'après-Bruxelles, tout le monde attend l'argent alors.
Bruxelles, c'était il y a 4-5 mois. À quand l'argent? Je vous remercie. Il faut éviter les amalgames parce que les gens pensent que en revenant le 17 novembre de Bruxelles, on avait les bancos de dollars qu'on a ramenés au pays. Non. Des promesses fermes, des engagements, des bailleurs de fonds à soutenir notre pays à hauteur de 1300 milliards de CFA. Et ces engagements seront tenus. Parce qu'on sent vraiment l'appui, la détermination de la communauté internationale à accompagner ce pays. Je tiens à rassurer nos compatriotes que le chef de l'État met tout en œuvre pour que ces ressources-là soient mobilisées afin, comme l'a dit tout à l'heure mon compatriote, afin que nous puissions répondre aux attentes de ce peuple. Je suis convaincu, je vous l'ai dit, je suis convaincu que les choses vont dans le bon sens. Ces frémissements économiques c'est un signal fort. C'est un signal fort de perspectives, des perspectives meilleures que ce pays attend. Et il suffit que nous continuions, ne baissons pas le bras, continuons à soutenir l'action chef de l'État. Je pense, bientôt nous allons y revenir, on détaille un certain nombre d'aspects qui nous rassurent, tout le travail qui se fait, l'aspect pédagogique, l'aspect organisationnel. Vous savez, il faut mettre en place toute une structure, il faut bien les coordonner, c'est ce qui se fait au niveau du ministère du Plan, ce secrétariat permanent qui va être mis en place pour coordonner la mobilisation de ressources, et il y a un travail qui se fait de sélection des projets prioritaires du gouvernement qui se fait, et je pense qu'au fur et à mesure que ces projets seront sélectionnés, au fur et à mesure nous allons mobiliser les ressources pour immédiatement mettre en route ces vastes chantiers dans tous les domaines. Ça, je peux vous rassurer, Bruxelles ne sera pas une illusion, c'est une réalité de la vie quotidienne des Centrafricains. Monsieur le ministre, peut-être que c'est ça vous interrompt. Je suis rassuré. Vous êtes devenu le représentant des Centrafricains qui ne dorment pas pour attendre l'arrivée de ces fonds. Je suis centrafricain comme eux. Et je leur dis que c'est une réalité, qu'ils gardent espoir, qu'ils font confiance au président et nous allons atteindre ces objectifs-là. La mission du chef de l'État, c'est de transformer ce pays, de bouleverser ce pays. Et nous allons bouleverser ce pays en accompagnant le chef de l'État. Je peux vous le rassurer. Je vous remercie. Ça fait déjà 1 heure. Nous avions dit 45 minutes. Ça fait 1 heure que nous parlons. Merci beaucoup. Merci aux uns et aux autres. Merci pour être venus sur les plateaux de la télévision centrafricaine et radio centrafricaine. Un dernier tour de table, que nous puissions savoir qui était là, chacun, que nous puissions entendre votre voix pour les auditeurs. Alors, je vous remercie, madame. Je suis M. Gatien Bertrand-Golias. Alors, vous avez posé une question tout à l'heure, je n'ai pas voulu répondre, j'ai laissé un peu les personnes. Vous savez, en matière de sortie de crise, il y a, quand on arrive au niveau de l'escalade de la violence, il faudrait une période de chute. Et cette période de chute doit être accompagnée de beaucoup de paramètres et de conditions. Et c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon militaire, c'est du volet militaire au volet civil. Et cela nécessite beaucoup d'accompagnement, beaucoup de moyens. Alors, chaque Centrafricain, avant que cela ne vienne de la communauté internationale, doit mettre de sa part. Le premier canon a tourné en N'Djamena en 1965. Vous avez vu tout le temps que le Tchad a pris pour avoir une période de stabilité. La première mission des Nations Unies en Afrique, c'était à la veille des indépendances de la RDC. Aujourd'hui, vous voyez la situation dans laquelle la RDC se trouve. Vous voyez le Soudan. Alors, si, par concours de circonstances, nous en sommes déjà à ce niveau que chaque Centrafricain se dise trop c'est trop et qu'on arrête au mince. Parce qu'il y a des entrepreneurs d'insécurité, des marchands, de confusion qui arrivent. Et vu la porosité de nos frontières, chacun voudrait en mettre de sa part. Alors moi, tout ce que j'ai à dire, et c'est un vœu pieux pour tout et chacun d'entre nous, que la sécurité, c'est déjà une affaire personnelle avant d'être une affaire collective. Et quand on va s'en approprier, tout le monde va être en sécurité. Voilà le mot de fin que j'ai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est Rufin Bénin de Tongou. Je voudrais revenir sur une question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à nos compatriotes qui sont dans l'arrière-pays. Que faut-il leur dire pour pouvoir les rassurer sur leur sécurité?
je leur dirais que le chef de l'État est à leur côté. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et il l'a prouvé par les actions qu'il mène dans le cadre du DDR. Et il l'a prouvé par les actions qu'il mène dans le cadre de sa stratégie contenue dans le RCTCA. Il tient à ce que chaque Centrafricain puisse être libre d'aller et venir pour vaquer à ses occupations. Et il le démontre tous les jours. Quand ils sont en insécurité, il est le premier à être à leur côté. Voilà mon mot de la fin. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre de cabinet. Merci, Maxime Dalalou, le ministre délégué directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. J'ai juste un petit mot pour nos compatriotes. Le chef d'État leur demande de garder espoir, de croire en eux. Et je suis convaincu que nous pouvons et nous sommes capables de relever le défi à côté du chef de l'État. Nous sommes capables de sortir de notre situation. Et puisque nous croyons au génie centrafricain, autour du chef de l'État, nous allons ouvrir une deuxième manche qui va nous permettre de créer les meilleures conditions pour un développement intégral de notre pays. Merci. Merci. Monsieur Solisson. Je vous remercie. Je terminerai par ceci. Pendant la transition, colonel Sélection, conseiller DDR à la présidence, j'ai oublié de me présenter. Pendant la transition, on nous reprochait la volonté politique pour ce qui est du DDR et de la RSS. Aujourd'hui, je crois que c'est plus une réalité. Il y a la volonté politique qui est là. Le président de la République fait du DDR et de la RSS ses priorités. Il prône même l'inclusivité. Grâce à l'inclusivité qu'il prône, aujourd'hui on a l'adhésion de tous les groupes armés avec nous. Grâce à cette adhésion, on a eu une planification consensuelle. Grâce à cette planification consensuelle, les partenaires sont, on peut dire aujourd'hui, les ressources pour le DDR sont presque mobilisées. Encore quelques travaux de cadrage et le DDR sera une réalité en République centrafricaine. Je vous remercie. Merci. Merci madame. Bienvenue Gustave Seigneur, j'ai une mission en matière de statistique au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Le message que je veux passer à nos compatriotes qui sont certainement pour le moment accrochés donc à leur poste de secteur qui nous écoutent pour le moment, pour dire effectivement que le président, quand il dit, il réalise. Et je pense effectivement que le chemin est encore long, mais je suis sûr effectivement. Vous l'avez même déjà mis ici dans les slogans, j'ai vu ici, vous avez dit, c'est difficile, ce n'est pas impossible. Et moi, je sais effectivement qu'il parviendra. Déjà, on a déjà cité quelques réalisations qu'il a déjà fait et c'est palpable. Je pense effectivement aujourd'hui, on assiste un peu partout à des créations d'emplois. Les créations d'emplois, c'est autour de ces chantiers que je vois, au niveau de Consapéké, au niveau de routes qui sont en train d'être réhabilitées, au niveau effectivement de la relance de la culture de coton dans l'Ouam où effectivement on a déjà payé les arriérés de coton producteurs. Donc voilà tout ça, je pense effectivement que c'est ce que le président était en train de le dire lors effectivement de la campagne. Et je vais terminer effectivement, ça c'est peut-être une leçon effectivement, un message que je vais donner effectivement à tous les compatriotes, c'est que c'est l'amélioration, comme nous les économistes nous disons, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle le revenu par tête d'habitant. Aujourd'hui, nous avons un revenu par tête d'habitant, qu'on appelle le pays par tête d'habitant, très faible, de tout autour de $1. Mais je pense qu'aujourd'hui, certainement, le vœu du président, c'est peut-être de porter peut-être ce revenu, peut-être à $2 par habitant. Ce serait peut-être qu'au moins, on sait qu'effectivement, au moins avec ce niveau de revenu par jour, un Centrafricain peut peut-être au moins manger une fois, 2 fois ou 3 fois par jour. Ça, c'est tellement important. Donc le souci du président, c'est l'amélioration du social et du quotidien des Centrafricains. Et je leur demande effectivement d'y croire. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, vous nous avez tous entendus, une année après l'accession au pouvoir du chef de l'État, le professeur Archange Touadéra, les chantiers sont posés. Nous commençons à voir les fruits de chaque acte posé par chaque chef de gouvernement, par chaque ministère, par le président lui-même. C'est difficile, mais pas impossible. C'est tous ensemble que nous réussirons. Merci beaucoup. On fait un petit break. Merci à tous.